Effectivement, je suis une sociale hospitalière. Et effectivement, avec tout ce que j'entends de votre part, professeur, je me dis que c'est effectivement très complexe. Votre métier est très grave. C'est des notions de gravité, je dirais même de solitude des fois, même si on parle de partage. Et effectivement, je suis bien contente d'être une sociale, à vrai dire. Puisque, donc moi, je me présente, mais je ne me présente pas dans mon poste institutionnel, ça n'a pas d'intérêt. Je suis du métier d'assistante sociale, j'ai fait tout mon métier à l'hôpital, j'ai fait mes fonctions. Ma plus grande partie de mes fonctions ont été d'être une assistante sociale des urgences. Donc la temporalité aux urgences, c'est très action-réaction, et pourtant. Et donc il se trouve qu'effectivement dans ma carrière aujourd'hui, je suis pompeusement la responsable de la mission vulnérabilité au niveau du siège de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc en tant qu'assistante sociale, on se prévaut d'être l'interface entre l'hôpital et la ville, être l'interface entre les décideurs médicaux, les soignants et puis le patient. Mais d'emblée, je dirais que nous n'avons pas le monopole du cœur et nous n'avons pas le monopole des émotions. Je pense que c'est vraiment de toute façon, quoi qu'il arrive, une question d'humain à humain, vraiment, avec tout ce que ça comporte, en sachant qu'aujourd'hui, c'est pas si simple que ça la question que vous avez posée, parce que doit-on partager d'abord? Qu'est-ce qu'on dit du on? C'est qui le on? Exactement. Partager pour décider, on voit qu'effectivement, qui est le décideur? Alors au niveau de la décision médicale, c'est le médecin avec le patient, mais c'est souvent le médecin. Même si on doit tenir compte aujourd'hui que vous avez quand même tout un mouvement d'usagers, ce qu'on appelle des usagers, les patients, qui veulent être dans la co-construction, qui sont acteurs de leur parcours. Enfin, les représentants des usagers sont là. Vous avez aussi un troisième larron, entre guillemets, dans la décision, c'est la personne de confiance, qui vient intervenir, qui intervient éventuellement pour soutenir le patient dans ce qu'on va lui dire, dans la décision qu'il va prendre ou la décision qu'il va accepter, parce que je pense que le patient qui prend une décision, tout ça est un peu aléatoire quand même, parce que comme vous dites, il a des émotions, des fois on lui demande de prendre des décisions et franchement, il n'a pas les éléments pour les prendre, ou en tout cas, voilà, ça sera l'émotion qui parlera, et du coup il se privera peut-être d'une piste en termes de soins qui pourrait lui amener effectivement une guérison, une rémission, parce qu'il va, etc. Pour vous illustrer ce propos, je vous parlerai plutôt d'une situation. Par exemple, c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur les migrants, sur les personnes qui sont, alors c'est d'actualité, réfugiés, migrants, on va en avoir de plus en plus. Vous avez aussi ce qu'on appelle les gens qui viennent, qui sont migrants, qui vont faire leur fond de tiroir pour pouvoir venir parce qu'ils sont malades et qu'ils espèrent beaucoup dans la médecine française. Donc ils vont effectivement tout laisser dans leur pays pour pouvoir venir bénéficier des soins ici, où on va effectivement, parce qu'ils sont pleins d'espérance, on va effectivement faire cet algorithme de décision et que selon les symptômes, ils vont pouvoir effectivement, sans garantie, parce qu'effectivement la médecine est, heureusement elle est humaine et on ne peut pas signer garantie une guérison à tout va. Et vous avez des patients qui vont dire, bon ok, moi je veux ici rester dans une situation où je vais avoir des soins, mais malheureusement je n'aurai pas d'hébergement, donc voilà, c'est quoi la décision? Peut-être qu'effectivement, malgré les soins, je vais mourir ici, sur le territoire français, alors que toute la famille est restée au pays. Alors c'est vrai que dans la cancérologie, il y a les RCP, et les sociaux sont soins de support, donc viennent accompagner, en tout cas donner des éléments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on apporte tout ce qui est autour du patient, l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une pathologie, il y a vraiment effectivement un symptôme, il y a effectivement la déclinaison scientifique de il a ça, 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 on va pouvoir... Et puis il y a tout ce qui est autour. Tout ce qui est autour. Et un patient étranger qui vient se faire soigner, qui a laissé sa famille au pays, qui va effectivement se mettre dans une situation de précarité importante, mais pour pouvoir bénéficier de soins, va laisser sa famille derrière, avec une garantie zéro de ne pas être handicapé à la suite, de ne pas mourir. Qu'est-ce qu'on va apporter pour la décision? Est-ce qu'il faut mieux, effectivement, être auprès de sa famille, avoir une pathologie,
avoir effectivement peut-être des soins, mais qui soient plus des soins palliatifs? Ou est-ce qu'il faut mieux venir en France, laisser sa famille, prendre le risque de mourir sur le territoire français, loin de sa famille, parce qu'on aura effectivement décliné un certain nombre de soins, un certain nombre de décisions médicales, parce qu'on va tout essayer, etc., pour arriver, malheureusement, parce que ça peut arriver. Dans les RCP, enfin, moi, donc dans mes fonctions, je coordonne les permanences d'accès aux soins de santé, et vous avez à Saint-Louis une permanence d'accès aux soins de santé, la permanence Verlaine, qui est suivie par le docteur Claire Georges, qui a mis des RCP pour tenir compte de tout ce qui est scientifique, médical, de la décision, mais également de tous ces environnements, de tous ces déterminants sociaux qui vont faire que ça va venir moduler le logigramme de décision, parce qu'il y a ce putain de facteur humain qui vient peut-être aussi perturber la déclinaison très scientifique, etc., etc. Je dis encore, on n'a pas le monopole du cœur, on vient mettre le patient, mettre la décision médicale dans l'environnement, dans le parcours de soins, mais surtout dans le parcours de vie du patient. Alors, que doit-on partager pour décider? Ça ne doit pas être si simple que ça, de savoir ce qu'on partage, puisque ça a légiféré. Alors, on n'est pas encore complètement dans la mise en œuvre, mais on a légiféré, puisque la nouvelle loi de la santé publique, il y a un article sur, effectivement, le partage d'informations. Le on, c'est qui? C'est l'équipe de soins. Dans l'équipe de soins, il y a qui? Est-ce que c'est que les personnels de santé? Pendant très longtemps, ça n'était que les personnels de santé. Donc, je ne vous dis pas les débats qu'il y a pu avoir dans les équipes, parce que le social, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans et qu'est-ce qu'on partage? Vous savez aussi qu'on est des professionnels auxquels on tient beaucoup à notre secret professionnel, avec le fantasme des informations qu'on pourrait détenir, alors que celui qui le détient, c'est le patient lui-même. C'est pas, voilà, que c'est pas forcément ni le social ni le médical qui va avoir des éléments importants de décision d'intime, c'est des fois le soignant, parce qu'à un moment donné, notamment dans la toilette, c'est quelque chose, c'est un acte très intime, et cette intimité-là, ce temps-là va permettre effectivement peut-être au patient de se dévoiler et donner des informations de lui-même qu'il donnera à personne d'autre, voilà, et qui seront de l'ordre de la confidence ou pas, qui seront simplement effectivement à ce moment-là, ce temps-là, parce que effectivement c'est un temps intime et peut-être qu'on n'a pas plus de temps, mais qu'on l'accompagne d'un certain temps. Moi, je suis effarée, effectivement, mais c'est la réalité de l'exercice, du temps que l'on prend, du temps qu'on nous donne, parce que, comme vous disiez, il y a la performance, l'efficience, donc j'ai 20 minutes par patient, dans les 20 minutes, il faut que je fasse une relation de confiance, il faut que je puisse donner l'information, que je puisse décider. C'est un exercice extrêmement difficile. Je ne suis pas sûre qu'en 20 minutes, on acquiert la confiance totale d'un patient. Enfin, moi pas, moi pas. Et pourtant, je ne suis pas dans la décision médicale, et toutes les décisions éventuelles que j'accompagnerai n'engagent pas vitalement le patient. Ça accompagne sa vie, ça accompagne sa situation administrative, ça accompagne son accès aux droits, ça accompagne sa situation éventuelle familiale, vous disiez madame, mais notamment dans les violences faites aux femmes. Mais en 20 minutes, je ne vois pas comment on peut effectivement créer ce lien. Parce que l'idée du partage, c'est le lien. C'est le lien avec le patient, c'est le lien dans l'équipe. Et l'équipe pluridisciplinaire, c'est effectivement toutes les spécialités médicales, mais tout ce qui est autour. L'aide-soignant, l'infirmier, le kiné, le social, la secrétaire hospitalière, vraiment tous ceux qui partagent la vie hospitalière du patient. Vraiment. Et tout cela peuvent dire à leur place de ce qu'ils sont des choses du patient. Et le patient lui-même, aujourd'hui, quand même, a pris toute sa place. Avant, il était un objet, aujourd'hui, il est un sujet. Et de plus en plus fort, de plus en plus revendicatif. Moi qui suis dans un secteur où les représentants des usagers sont très présents, je peux vous dire que la décision, ils veulent la prendre. Ils veulent la prendre pleine et entière, même si pour cela, il faudra du temps. Même si effectivement, il faudra une deuxième consultation. Ils prendront le risque de ce temps éventuel, si c'est un risque, mais de façon à pouvoir effectivement partager avec d'autres personnes, leur famille, leur entourage, partager avec Internet. On a bien vu là le deuxième avis par Internet, ce que ça peut donner, partager avec leur médecin traitant, parce qu'effectivement, nos médecins hospitaliers, il y a aussi la part du médecin traitant.
qui lui aussi est de plus en plus dans, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais de l'abattage, parce qu'effectivement il est minuté. Moi je suis très surprise, j'ai beaucoup de patients qui disent, comme vous disiez, on n'a plus le temps d'examiner le patient. Et souvent, moi, j'ai des patients qui me disent, moi, j'ai été voir le médecin, il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas examiné, il ne m'a pas touché. Il a pris une décision, il m'a fait une prescription, je lui ai dit des choses, il a fait la prescription selon ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas palpé, il ne m'a pas... ce qu'on faisait avant dans le temps, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde veut se faire toucher par le médecin, mais voilà, c'est une étape importante, parce que je pense que le toucher est important. On n'a plus le temps, mais le toucher, c'est aussi se rétablir dans son corps, c'est aussi prendre la mesure de qui on est dans son corps complet, qu'il soit malade ou pas. Et effectivement, enfin, c'est tout bête, mais moi, le nombre de patients qui me disent, mon médecin traitant, il n'a plus le temps, donc voilà, il m'a dit, vous avez de la fièvre, vous voulez quoi, vous voulez du Doliprane, je vous le prescris, vous voulez un arrêt, je vous le prescris, etc. Alors c'est vrai que nous, à l'hôpital, bon, il y a tous les examens, on est plus dans la spécialité, on est moins dans la médecine générale, mais quand même. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne le social, alors nous, c'est vrai que le social a toujours historiquement une place un peu particulière, parce qu'on est les sociales du sanitaire. On n'est pas les sociales de la ville, on n'est pas l'action sociale du secteur du département. Hein. Quand on parle des assistantes sociales, en général, on parle effectivement de la ville, du quartier, de la CAF, etc. Nous, on est au sein de l'hôpital. On a encore, entre guillemets, une évaluation globale, mais on n'a pas forcément la compétence pour agir, une compétence de responsabilité pour agir sur obtenir un logement. Ben non, moi aussi j'en veux un logement et je n'ai pas la capacité d'en donner à tout le monde. Et donc effectivement, la place du social dans le sanitaire, elle est relativement historique. Elle est historique parce qu'elle était associative au départ. Hein. Le service à l'hôpital, c'était une association. C'est devenu après effectivement une profession de l'hôpital et c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à le social est à côté, c'est pas le cœur de métier de l'hôpital, le cœur de métier c'est le soin. Alors après on rentre dans le prendre soin et dans le prendre soin c'est vrai que là on prend toute notre mesure. Je me rappelle, moi, au niveau des urgences, alors tous les sans domicile fixe, c'était pour moi, hein, c'était Corinne, fais ton métier, c'était patient. Bon, non, moi je ne suis pas médecin, ce n'est pas mes patients, donc il fallait que je fasse un certain nombre de choses. Et ma première chose à faire, c'était de regarder la prescription du médecin aux urgences, qui avait par exemple prescrit du Lovenox par piqûre par quelqu'un qui vivait à la rue. Ben ça, certes, il avait décliné très correctement l'ensemble, sauf que dans sa précipitation, il n'avait pas levé le nez et il n'avait pas regardé la situation dans laquelle le patient vivait. Et du Lovenox dans la rue, c'est pas simple. Hein. Déjà, simplement des gouttes dans l'eau, c'est pas simple non plus. Donc voilà, donc mon boulot à moi, il était plus du système D, en disant attention, les conditions de vie du patient ne vont pas permettre de mettre en œuvre la prescription qui est légitime, mais qui ne correspond pas à la situation du patient. Donc attention, il faut revoir la prescription pour en tenir compte, parce qu'effectivement, c'est sûrement bien de l'avoir prescrit, mais ce n'est pas compatible à la situation, et donc on aura prescrit, mais le patient ne l'aura pas suivi. Donc à l'arrivée, ça veut dire quoi, prescrire si on ne suit pas, ça n'a pas vraiment de pertinence. Donc aussi, que doit-on partager pour décider? Donc je vous disais, c'est pas si simple que ça puisqu'on a légiféré et qu'auparavant on pouvait partager entre soi, entre personnel de santé. Et là, donc par la loi, on a énoncé une nouvelle notion qui est l'équipe de soins. Et dans l'équipe de soins, il y a les professionnels du prendre soin. Et effectivement, il y a le social. Ce qui n'est pas simple, effectivement, parce que on partage quoi? Donc ça a également légiféré, c'est-à-dire que là, on ne partage que les informations qui sont strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social ou social. Ça aussi, c'est une avancée, puisque ça n'existait pas dans la loi. Mais ce n'est pas si simple que ça, puisqu'on a été obligé de légiférer, parce que les débats étaient assez forts.
assez fort. Donc maintenant, il va falloir qu'on voit quelles sont les informations soient strictement nécessaires. Là, il va falloir qu'on réfléchisse parce que je pense que chacun, de la place où on est, on a une vision différente du type d'information strictement nécessaire pour prendre la décision. Voilà. Donc voilà un peu ce que c'était plus un témoignage qu'autre chose, en vous disant effectivement, de toute façon, que doit-on partager? Le on et le partage dit quelque chose du on. On partage avec qui? Et je pense que la première des choses à partager, c'est avec le patient. Et effectivement, nos organisations actuelles ne nous permettent pas de partager autant qu'on voudrait, mais prenons le temps de faire ce qu'on a envie et pas répondre à la performance, au budget, etc. Même si c'est hyper important et qu'on n'arrête pas de le dire, n'empêche que quelque part, on perd de cet accompagnement, on perd de nos valeurs qui font que la décision, elle est avant tout des décisions faites pour des humains, par des humains, et pas pour répondre effectivement à une pression budgétaire, performance, etc. etc. Bon, c'était plus un témoignage, voilà.